Le film Deadpool et Wolverine est probablement le film le plus attendu de l'année pour les geeks comme moi. Et en même temps, 2024 est une année d'un calme absolu puisque c'est le seul projet du Marvel Studio de l'année. Que DC est en pleine restructuration et que Star Wars, on s'en fout. Je mets volontairement l'univers Sony qui... n'en parlons pas. C'est nul! Tout ça, évidemment, suite à la grève des scénaristes qui a encore une fois bouleversé l'industrie du cinéma. Mais c'est un mal pour un bien, puisque pour le coup, il y a une vraie excitation à l'idée de voir ce film, qui va être une véritable jonction entre le MCU et tout ce qui a existé dans l'univers Marvel. Et ça a de quoi donner le vertige. Bonjour à tous, je suis Kevin Buckhart, le théoricien préféré de désormais 100 000 abonnés. Énorme! C'est tout bonnement incroyable, je ne vous remercierai jamais assez, mais bordel, vous êtes des boss! Merci. Et aujourd'hui, on se retrouve pour tenter de faire le guide parfait avant d'aller dans les salles sombres voir Deadpool et Wolverine. Un film rempli de références et de caméos que vous méritez de comprendre. Dans cette vidéo, nous allons parler d'énormément de projets passés qui pourront avoir un lien avec le film. Nous entrons donc dans la spoiler zone, zone de tous les dangers. Vous êtes prévenus? Générique. Avant de commencer, il faut bien retenir une chose. Deadpool et Wolverine se positionnent évidemment comme une suite de Deadpool 1 et 2, mais ne se nomment pas Deadpool 3. Et c'est très important, puisque dans ce film, Deadpool va littéralement quitter son univers pour rejoindre celui du MCU. Il sera donc le même personnage, mais les deux premiers films n'auront pas un réel impact sur l'intrigue de celui-ci. À part peut-être pour introduire et donner une raison à Wade Wilson de se battre aux côtés de son idole, Wolverine. Et oui, le film se nomme bien Deadpool et Wolverine. Et c'est pourquoi Hugh Jackman a re-signé après avoir joué le personnage pendant 10 films et surtout l'avoir tué dans le film Logan. Mais nous reviendrons là-dessus un peu plus tard. Nous allons donc tout de même débuter ce guide avec Deadpool, en faisant un petit rappel de ce qui se passe dans ces films. Wade Wilson est un retraité des forces spéciales devenu mercenaire au grand cœur. Il rencontre dans un bar miteux Vanessa, une prostituée dont il tombe éperdument amoureux. Seulement, il apprend très vite qu'il est atteint d'un cancer en phase terminale, ce qui le pousse à disparaître et suivre un homme douteux qui lui promet un traitement expérimental. Un traitement qui pousse les personnes désespérées à subir des horreurs pour activer leur gène X et déclencher des super pouvoirs. C'est ainsi qu'il se fait ennemi juré avec Francis qui le torture jusqu'à le détruire physiquement et activer son gène. Il est désormais immortel et capable de guérir de toute blessure, mais devient fou dans le processus. Ce qui lui donne la capacité de briser le quatrième mur et d'avoir la conscience qu'il est un personnage de film, faisant un maximum de références aux autres univers cinématographiques de super-héros, notamment en développant une obsession pour Wolverine. Il passe le premier film à poursuivre Francis, accompagné de 2 X-Men, Colossus et Negasonic, et d'un chauffeur de taxi nommé Dopinder, avant de sauver Vanessa et de la reconquérir, sans oublier de faire une petite blague sur Hugh Jackman. Et c'est ici que se termine le premier volet. Un film avec un tout petit budget de 58 millions de dollars et qui rapportera 800 millions. Un film qui n'a failli jamais voir le jour puisque personne n'y croyait à part Ryan Reynolds lui-même, qui d'ailleurs a fait fuiter les scripts et sa vidéo qu'il avait envoyée à la Fox, laissant les fans faire le travail. Ryan Reynolds qui est obsédé par ce personnage depuis que le personnage lui-même se soit défini dans un comics de 2004 comme un croisement entre Ryan Reynolds et un Sharpay. Et c'est tout ce qui fait la force de ce personnage. C'est le comics lui-même qui a créé l'obsession de Ryan Reynolds, qui lui-même a tout donné pour créer un film où Deadpool est littéralement Ryan Reynolds. Car tout comme Tony Stark ou un certain Wolverine, ces personnages sont désormais totalement indissociables de leurs acteurs. Bref, on entame le second volet avec la mort de Vanessa, qui visiblement semble être un frein à l'identité de Deadpool. Suite à ces événements tragiques, il décide, comme son copain Wolverine, de mourir dans son propre film. Encore une fois, Deadpool fait allusion au film Logan, sorti l'année précédente dans notre monde. Décidément immortel, il décidera d'accepter l'offre de devenir un trainee X-Men, mais vrille dès sa première mission en assassinant le bourreau de Fire Fist, un enfant mutant dans un orphelinat abusif. Le film va alors tourner dans une confrontation entre Deadpool et Cable, un assassin revenu du futur pour tuer Fire Fist à la sauce Terminator. Mais Cable est un dur à cuire. Deadpool décide donc de monter la X-Force pour l'en empêcher. Elle est composée de Bedlam, capable de donner des migraines, de Zeitgeist, dont le vomi est fait d'acide, de Shatterstar, un extraterrestre de Mojo World, du Vanisher, qui est en réalité Brad Pitt, et de Domino, dont le pouvoir est d'avoir de la chance. Sans oublier notre cher Peter, qui est juste Peter. Et tous meurent dès le premier saut en parachute, enfin, tous sauf Domino, qui retombe toujours sur ses pattes. Bref, pour finir, Cable, Deadpool, Domino, Colossus et Negasonic
combinent leurs forces pour vaincre le fléau et convaincre Fire Fist qu'il ne doit pas tuer. Mission accomplie, la famille de Cable est sauvée, mais lui ne peut plus repartir dans le futur. Enfin, en théorie, car la scène post-crédit nous montre que Yukio, la petite amie de Negasonic, parvient à réparer le dispositif à voyager dans le temps de Cable pour permettre à Deadpool de sauver tous les membres de la X-Force et Vanessa, brisant possiblement toutes les règles du TVA. Vous voyez pas ce que c'est? Bon, on va revenir dessus très bientôt. Et c'est ainsi que la saga Deadpool se termine en 2018, un an avant l'acquisition de la Fox par Disney, limitant les options de suite avant de nombreuses années. Mais avant de remettre tout ça en contexte, je vous propose de faire une petite pause énergie. Oli est le sponsor de cette vidéo et est tout simplement une petite révolution dans ma vie. Il s'agit d'une marque de soft drink 100% naturelle, très peu calorique et éco-responsable que je consomme tous les matins depuis 4 mois. Il existe plusieurs gammes différentes que j'ai toutes testées, mais personnellement, je suis accro à leur gamme énergisante et surtout au goût Raspberry Raptor. Je n'ai absolument jamais bu de café de ma vie et j'ai jamais eu de vraie solution pour me réveiller ou rester éveillé quand j'en avais besoin. Enfin une solution. Avec Oli Energy, je remplis mon shaker de 500 ml d'eau que je mélange à une dose de Oli Energy et c'est parti pour la journée. Mais ce que je kiffe, c'est que c'est sans sucre, sans taurine et sans arôme artificiel. Pour remplacer tout ça, Oli a développé ce qu'ils appellent la New Caf, qu'il combine à des arômes naturels. Un traitement encapsulé et naturel de la caféine qui, au lieu de te réveiller 2 heures de manière violente, s'infuse tout au long de la journée dans ton corps. Et c'est juste incroyable. Si t'es pas trop energy drink, il y a aussi la gamme Iced Tea, qui est hyper rafraîchissante et toujours sans sucre, et pour les sportifs, la gamme Oli Hydratation. Parfait pour la récupération après le sport ou après une cuite. Ah, je suis bien. Il existe plusieurs manières de le découvrir, soit par petits échantillons ou directement par pack de 50 doses, beaucoup plus économique. Bref, si tu veux tester et comme les 400 000 clients satisfaits, revivre sans café ou energy drink bourré de sucre, je te mets le lien dans la description et en premier commentaire et tu peux utiliser le code KevinBuckhart5 pour avoir moins 5 € sur ta première commande ou KevinBuckhart pour bénéficier de 10% si c'est plus rentable pour toi. C'est excellent et si tu utilises mon code, tu aides la chaîne à se développer. Bref, revenons-en à cette mise en contexte et au renouveau de Marvel. Deadpool et Wolverine est probablement la toute première pierre du nouveau MCU. Celui qui a enfin les droits de disposer de presque tous les personnages Marvel. Je dis tous, car on rappelle que Sony possède toujours l'univers Spider-Man, à mon grand dame, et que Universal possède ceux du personnage de Hulk. D'où le fait qu'il n'existe pas d'autres films Hulk et que le géant vert est toujours disséminé dans d'autres franchises, comme par exemple le prochain Captain America. Mais avant d'entamer ce renouveau, avec l'arrivée notamment des nouveaux X-Men et 4 Fantastiques, Deadpool et Wolverine est aussi l'occasion de faire une ode au cinéma de super-héros Marvel en ramenant tous ceux qui y ont participé. Ou du moins faire une ode à Kevin Feige, président depuis 2007 de Marvel Studios et qui a grandement participé à ce cinéma, puisque dès le premier X-Men, il œuvre à faire des comics un vrai genre au cinéma. C'est même lui qui a convaincu les studios de faire confiance à Hugh Jackman, qui avait tout simplement raté son audition, et qui était le 12e choix. C'est lui qui l'a guidé dans la lecture des comics pour se rapprocher au plus du personnage, allant jusqu'à lui prêter son bureau pour faire la lecture. Et Kevin Feige a été impliqué dans la production de la première trilogie X-Men, dans la trilogie Spider-Man, dans les Punisher 1 et 2 que tout le monde a oublié, mais aussi dans les films Daredevil et Elektra, et évidemment les 4 Fantastiques de 2005 et 2007. Bon, il n'y a pas que des chefs-d'œuvre, hein, on est d'accord là-dessus, pas de problème, mais c'était une première idée de ce à quoi peut ressembler un univers de super-héros. Seulement, il n'a développé ses films qu'en tant que producteur de Marvel Studios, auprès des studios qui avaient acheté les droits de ses personnages. C'est pourquoi il convainc Marvel qu'un univers étendu de super-héros est possible, comme dans les comics, et qu'il faut utiliser le peu de personnages dont la maison d'édition possède encore les droits. Et parmi eux, pas mal de personnages boudés des lecteurs qui aujourd'hui sont devenus des vraies stars. C'est à ce moment-là que Kevin, nouveau directeur, prend un risque considérable. Il emprunte 525 millions à une banque d'investissement et se lance dans la production du film Iron Man. C'est simple. Soit le résultat est au rendez-vous, soit il perd les droits cinématographiques de tous ses personnages et l'aventure s'arrête. Et devinez quoi ? Iron Man devient tout simplement le film le plus rentable de 2008. Après Blade en 98, les X-Men en 2000 et Spider-Man en 2002, c'est au tour des Avengers de se lancer. La suite, vous la connaissez, et désormais l'objectif de Marvel est de récupérer petit à petit ses franchises pour recréer l'intégralité des histoires de ses comics. Seulement, voilà, alors que Kevin Feige était le coordinateur parfait des studios pour leurs films de super-héros, le patron de Marvel Studios décide de se concentrer à 100% sur son univers, délaissant toutes les autres franchises. Ce n'est donc pas lui qui gérera la suite des X-Men, ni les Amazing Spider-Man, et encore moins le reboot des 4 Fantastiques en 2015. Mais Kevin a toujours rêvé de pouvoir dire au revoir correctement à ces personnages qui ont fait son début de carrière et qui ont permis au MCU de devenir
qui il est réellement aujourd'hui. C'est pourquoi, avec l'acquisition de la Fox, il propose à Ryan Reynolds et Hugh Jackman de réenfiler leur spandex trop moulant pour un feu d'artifice en hommage à la Fox. Un enterrement en bonne et due forme. La preuve en est avec ce gigantesque logo de la Fox dans le néant. Preuve que la Fox a bien été brouillée par le géant Disney et l'homme à la casquette. Mais avant de vous parler du néant, je vous invite à liker la vidéo si elle vous plaît, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à sonner la cloche des notifications pour ne rater aucune des nombreuses vidéos qui vont sortir autour du film. Donc, le néant. Il se peut que vous ne vous souveniez pas ou que vous ne connaissiez tout simplement pas ce qu'est le TVA, le néant et Alayot. Et c'est important. Il est temps de vous résumer tout ça alors. Le TVA, plus connu sous le nom de Time Variance Authority, ou Tribunal des variations anachroniques en français, est l'élément central de la série Loki, qui lance la saga du multivers. Lors des événements de Endgame, quand les Avengers retournent au New York de 2012 et de l'invasion des Chitauri, Loki parvient à s'emparer du Tesseract et à s'enfuir. De là, des soldats apparaissent d'un portail et le kidnappent. Ils sont des agents du TVA, une organisation en dehors du temps et du multivers qui s'assure qu'aucun événement non prévu ne se déroule dans le flux temporel sacré. Autrement dit, que rien ne se passe autrement que la manière dont est censé se dérouler l'univers du MCU. Il découvre alors que tout variant ayant changé le cours de son destin est jugé et très souvent brouillé. Alors, je vais pas entrer dans les détails des aventures de Loki, mais simplement, alors que lui et un autre variant féminin de Loki découvrent que les gardiens du temps sont en réalité de fausses machines, ils sont envoyés par le juge Renslayer dans le néant. C'est ce qu'on appelle être brouillé. Un espace où toutes les réalités et les personnages divergentes sont envoyés une fois jugés non conformes. En gros, une gigantesque décharge. Et cette réalité abrite un monstre fait d'énergie négative nommé Alayot. Il est capable de dévorer tout ce qu'il rencontre, et son but est de nettoyer ce lieu. C'est d'ailleurs ce qui nous fait dire que les événements de Deadpool et Wolverine se passent dans le néant, puisqu'on voit la présence d'Alayot dans la bande-annonce. Derrière ce TVA se cache un homme, celui qui demeure. Il explique être un variant de Kang qui a gagné la guerre multiverselle et organisé l'éternel flux temporel pour que plus jamais un de ces variants n'apparaisse, préservant la sécurité de cet univers et ses branches, privant en même temps ses habitants de libre arbitre en limitant le multivers à son minimum. Seulement dans la saison 2, Loki devient le dieu des histoires, laissant libre le multivers et ses habitants à se répandre comme il le souhaite. Le TVA devient donc un observateur des variants de celui qui demeure. Il est le gardien censé empêcher la guerre multiverselle. Et dans Deadpool et Wolverine, une nouvelle branche du TVA kidnappe Deadpool pour l'envoyer dans une mission inconnue. Nous ne savons toujours pas s'il s'agit du même TVA ou non, mais l'agent Paradox semble être à la tête de cette opération. Il semblerait que Wade puisse avoir accès au timepad des agents, un outil qui lui permet de voyager à travers le temps et le multivers. Et selon les rumeurs, il devrait visiter au début du film les événements passés du MCU. Mais tout ne se passera pas comme prévu, puisque la bande-annonce nous montre que lui et certains agents vont finir dans le néant, et qu'ils ont donc été brouillés. Comment et pourquoi, le film nous le dira. Mais ce néant semble abriter bien plus que de simples variants du MCU, puisque le trailer nous dévoile un bon nombre de personnages issus des sagas des X-Men. Bon, je vais pas vous refaire toute l'histoire des X-Men ici, puisque j'ai une vidéo qui existe déjà sur le sujet, que je vous mets d'ailleurs en description. C'est tout simplement la vidéo la plus complète que vous pourrez trouver sur YouTube pour tenter de comprendre la chronologie des films X-Men. Ce qui ne vous oblige pas à vous refaire tout le marathon, car je l'ai fait et croyez-moi, c'est très long. Mais concentrons-nous sur ce qu'il y a de plus important. Je vous le disais, Kevin Feige a surtout travaillé sur la première trilogie, celle qui a véritablement démocratisé les mutants dans la pop culture. Et nous pouvons déjà retrouver pas mal des personnages de cette saga dans les trailers. Pour vous la faire en très gros, le premier X-Men de 2000 débute en Alaska avec Malicia qui vient chercher un certain Wolverine pour l'aider. Sur la route, les deux mutants se font agresser par une bête sauvage toute poilue. Il s'agit de Dents de Sabre que Wolverine va bientôt combattre de nouveau dans le prochain Deadpool. Il a été envoyé par Magneto pour tenter de convaincre Wolverine de rejoindre sa confrérie de mutants en colère. Mais à la place, il est sauvé par les X-Men, une équipe secrète de super mutants entraînés dans l'institut du professeur Charles Xavier. Le télépathe le plus puissant et aussi le plus riche du monde apparemment a créé une école pour accueillir les surdoués, ou du moins tous ceux qui possèdent des pouvoirs, intelligents ou pas d'ailleurs. Il les forme à devenir de vrais soldats, entraînés à sauver le monde d'humains qui pourtant les détestent. L'équipe d'X-Men est alors composée de Cyclope, Jean Grey, Tornade et le nouveau Wolverine pour stopper les plans de Magneto, Mystique, Dents de Sabre et le Crapaud. C'est d'ailleurs la dernière fois que nous verrons les deux derniers personnages qui reviendront dans Deadpool et Wolverine. On enchaîne directement avec X2. Dans ce film, l'équipe s'agrandit pour accueillir Diablo, Malicia, Iceberg et Pyro. X-Men s'allient à Magneto et Mystique pour vaincre William Stryker, qui cherche à tuer tous les mutants sur Terre en manipulant Charles Xavier. Stryker est le responsable du programme X, qui utilise de l'adamantium et des mutants pour créer des super armes.
C'est lui qui est responsable de l'état et de l'amnésie de Logan. Il a également créé Lady Deathstrike, une mutante manipulée par Stryker qui combat avec des griffes d'adamantium. Ensemble, ils parviennent à libérer les élèves prisonniers de la base et Jean Grey se sacrifie pour sauver tout le monde. Pyro, lui de son côté, rejoint Magneto qui va recréer sa confrérie de mutants. Pyro, que nous voyons aux côtés de Lady Deathstrike dans les trailers également. Dans X-Men 3, une entreprise pharmaceutique propose aux mutants un vaccin pour supprimer leur pouvoir. Malicia, séduite, décide de renoncer au sien. Un vaccin qui divise la communauté mutante dont une partie rejoint Magneto. De son côté, Cyclope, déprimé par la disparition de Jean, décide de retourner au lac où elle a disparu. Il la retrouve en vie avant qu'elle ne décide tout simplement de le tuer. Et c'est la dernière fois que nous voyons Cyclope. Un énorme gâchis et clairement on aimerait le revoir pour lui donner une seconde chance. Mais on ne sait pas. Bref, Wolverine et Tornade la ramènent à la base, elle qui est en fait devenue le Dark Phoenix et qui assassine Charles Xavier avant de rejoindre Magneto. Bordel ce film. La confrérie attaque l'île d'Alcatraz, où se trouve le vaccin, en déplaçant le pont de San Francisco, que nous retrouvons brièvement dans un plan de la bande-annonce. Une confrérie qui possède de nombreux personnages déjà confirmés pour Deadpool 3, comme Callisto, Arclight, Pyro ou le Fléau. Bref, ce qui reste de X-Men les en empêche, Wolverine tue la femme de sa vie, alias Jean Grey, et s'en retrouve profondément marqué. Magneto perd ses pouvoirs avant de les retrouver et Charles Xavier renaît dans le corps d'un autre. Je vous le dis, un bordel ce film. Et nous nous arrêterons là, car je ne pense pas que le film fera énormément de références au reboot. À moins que, puisque nous avons tout de même le personnage d'Azazel du film X-Men First Class qui apparaît. Mais encore une fois, je vous invite à absolument voir ma vidéo sur la chronologie X-Men pour plus de détails. Car il est temps de nous pencher sur l'autre personnage principal de ce film. Alors en effet, je vous ai déjà pas mal parlé de Wolverine, mais il y a deux films très importants à connaître avant de voir Deadpool et Wolverine. Le premier est Wolverine Origins. Après le très moyen X-Men l'affrontement final, la Fox a jugé bon d'insister lourdement sur le personnage de Wolverine, qui dans les comics est un X-Men parmi d'autres, comme on a bien pu le voir dans la série X-Men 97. Et je vous le dis, c'est assez catastrophique. Seulement, c'est le film où Ryan Reynolds joue pour la première fois Deadpool, et évidemment, sa première rencontre avec ce qui va devenir l'un de ses meilleurs amis, Hugh Jackman. Ce film nous conte les origines du personnage de Wolverine, de sa naissance au 19e siècle, au fait qu'il serait le frère de Dan Sabre, jusqu'à ses années dans l'unité X, avant de combattre Stryker et ses expérimentations. Dans ce film, Wade Wilson n'est qu'un simple mercenaire extrêmement doué avec ses armes, et très bavard. Jusqu'au jour où Stryker lui inocule les pouvoirs d'autres mutants pour en faire l'arme 11, puisque Wolverine n'est non pas l'arme X, mais l'arme 10. Bref, Deadpool est immortel, capable de tirer des lasers par ses yeux et peut se téléporter. Et en plus de tout ce bordel, ils lui ont cousu la bouche, le rendant totalement boring. Ouais, c'est nul. C'est pas bien. J'ai bien aimé le... Bah rien en fait. Une énorme erreur selon moi sur le personnage que Deadpool lui-même viendra corriger à la fin du film Deadpool 2. Disant à Wolverine qu'un jour, son pote Wade lui demandera de reprendre du service. Et voilà chose faite. One day your old pal Wade's gonna ask you to get back in the saddle again. And when he does, say yes. Oh, right. Mais surtout, alors que Wolverine parvient à le battre en lui coupant la tête, celle-ci rouvre les yeux à la fin du film. Et les rumeurs nous indiquent que Deadpool sera accompagné de plusieurs de ses variants, dont une tête volante, celle du film. Le deuxième film important est évidemment l'énorme Logan. Ah oui, on passe d'un extrême à l'autre là les gars. Perso, il est l'un de mes films de super-héros préférés. Dans ce film, Logan est vieux et mourant. Ses pouvoirs s'estompent petit à petit. Il est l'un des derniers X-Men et s'occupe d'un Charles Xavier, lui aussi vieux et mourant. Seulement, il croise sur la route la petite Laura, aussi appelée X-23. Elle aussi est issue d'une expérience, et pas n'importe laquelle, puisqu'elle est tirée de l'ADN de Wolverine. Ils partent alors dans un road trip pour mener Laura en sécurité au Canada. Mais les propriétaires de cette expérience ne sont pas de cet avis, et ils envoient un autre clone de Logan à leur poursuite. Lui, plus fort et plus jeune. Sur la route, Logan perd peu à peu en force. Charles se fait tuer par son clone, et finalement, Wolverine meurt dans une forêt à la frontière canadienne. Et Ryan Reynolds l'a promis, ils n'annuleront pas cette mort dans Deadpool et Wolverine. Mais cette scène reste très importante, puisque c'est dans cette même forêt que Wade se rendra et qu'il affrontera les forces du TVA, et je pense, rencontrera probablement X-23 adulte. Et ça, j'en suis à peu près certain. Bon, avec tout ceci, vous avez une vue globale des X-Men qui apparaîtront dans les films, et d'où en sont nos amis Deadpool et Wolverine. Et attention, ce Wolverine ne sera aucun de ceux dont nous avons parlé. Il semblerait que ce soit un variant d'un autre univers encore. Bref, vous verrez bien. Mais ce n'est pas fini les amis. Et non. Bon, on va passer toutes les possibles références au MCU que normalement vous commencez à connaître. Si, à la limite juste une, vous avez vu que la base des méchants est bel et bien la carcasse de Giant Man.
le nom que l'on donne à Ant-Man quand il grandit, et qu'il est une référence au comics Old Man Logan, on en avait parlé dans cette vidéo. Comme je vous le disais, ce film sera une ode au cinéma de Marvel depuis les années 90 jusqu'à nos jours. Nous entrons donc dans de la théorie, voire du leak. Mais nous pouvons nous attendre à voir la Elektra de Jennifer Garner, film Daredevil 2003 et de son propre film en 2005, mais aussi d'une manière ou d'une autre une référence aux 4 Fantastiques. Et là, mesdames et messieurs, accrochez-vous à vos chapeaux, il se pourrait bien que ce soit Chris Evans qui fasse son grand retour dans le MCU. Mais pas en tant que Captain America, plutôt sous les traits de son premier rôle dans l'univers Marvel, la Torche Humaine. Mais alors pourquoi? Eh bien tout simplement car lui aussi est très copain avec Ryan Reynolds et le réalisateur Shawn Levy, et qu'il a déjà fait un caméo dans leur précédent film où il joue son propre rôle. What the shit? Mais si on continue dans le Faigiverse, nous avons le film Punisher, où là, malheureusement, l'acteur du 2, Ray Stevenson, est décédé, et qui sera représenté par le grand méchant nommé Le Russe, et son iconique t-shirt rouge et blanc. Sans oublier le Spider-Man de Tobey Maguire. Alors calmez-vous, il ne sera probablement pas dans le film. Mais il ferait partie des conditions de Hugh Jackman pour revenir. Alors, rien d'officiel, mais selon des insiders, Hugh Jackman aurait accepté de revenir à condition d'apparaître à un moment dans la même équipe que Tobey Maguire et, tenez-vous bien, Robert Downey Jr. En gros, les légendes de chaque univers. Mais calmez-vous, ce sera sûrement le cas dans Secret Wars, pas ici. Ah oui, et j'oubliais, nous aurons sûrement des références au pionnier de cette période super-héroïque, j'ai bien nommé le Blade de Wesley Snipes. Alors non, il ne fait pas partie des films sur lesquels a bossé Kevin Feige, mais Ryan Reynolds a bien joué un rôle dans le 3e opus de la saga Blade. Il jouait Hannibal King aux côtés du vampire. Et l'expérience se serait assez mal passée entre Ryan et Wesley. Mais bon, quelque chose me dit qu'il y aura un round 2 dans ce film entre les épéistes. Une petite revanche. Allez, avant de vous laisser, parlons rapidement du méchant de ce film, Cassandra Nova. Dans les comics, Cassandra est l'incarnation de ce que les Shi'ar appellent le Mumudrai. Il s'agit d'une représentation spirituelle qui est l'égale opposée de toute personne, notre Yang à notre Yin. Et Cassandra est celle de Charles Xavier. Elle a donc ses pouvoirs et a réussi à se créer un corps dans l'utérus de leur mère. Mais Charles, encore embryon, a réussi à la neutraliser, créant une fausse couche à sa mère. Je sais, c'est chelou. Seulement, l'esprit de Cassandra a réussi à survivre, s'est reconstruit un corps et a juré de se venger de Charles et de ses idées. Son but est de détruire tout ce qu'il aime et qu'il a construit. Et c'est ainsi qu'elle orchestre la destruction de Genosha à la manière dont nous l'avons vu dans X-Men 97. Elle prendra ensuite la possession du corps de Charles pour détruire petit à petit toute sa vie avant d'être neutralisée. Elle possède les mêmes pouvoirs que Charles, seulement, elle décide de les utiliser à son plein potentiel et de manière malfaisante. Elle est donc capable de toutes sortes de projections et manipulations mentales, mais aussi d'adapter sa composition cellulaire ou de transférer son esprit dans un autre corps, comme Charles l'a fait dans X-Men 3. Et c'est ainsi que les X-Men la piégeront. Bref, je crois sincèrement que nous avons fait le tour de tout ce que vous avez besoin de savoir avant d'aller voir Deadpool et Wolverine. Évidemment, le film sera sûrement rempli de surprises et de références sur lesquelles on va passer des heures à débattre. Mais je pense qu'avec cette vidéo, vous avez déjà un bon bagage. Encore un grand merci à Oli qui est le sponsor et qui m'a permis d'avoir l'énergie de vous faire cette longue vidéo. N'oubliez pas, pour profiter de 5 € sur votre première commande, il vous suffit d'entrer le code KevinBuckhart5. Et si vous préférez moins 10% car c'est plus avantageux, il vous suffit d'entrer le code KevinBuckhart. Croyez-moi, c'est de la balle et votre achat aide énormément la chaîne. Pour finir, je vous invite quand même à enchaîner avec ma vidéo sur la chronologie X-Men qui reprend tout ce que vous avez besoin de savoir sur tous les films de la saga mutante, y compris Deadpool. Car les X-Men sont bel et bien les éléments centraux de ce film, donc au moins vous ne raterez rien. Je vous souhaite une bonne séance et surtout n'oubliez pas d'être curieux, c'est le secret pour être heureux. Ciao!